Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu dédiée, je vais essayer de pas trop raconter ma vie justement, pour que ce soit bien centré. Et si je commence comme ça généralement c'est que ça va mal partir. Bon non, on fait une vidéo dédiée en fait sur l'outillage, puisque quand on démarre un projet d'autonomie, de mise en place de permaculture, eh bien bon alors, attends je reprends. Bonjour les petits lapins, bon j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu dédiée à l'outillage thermique pour les projets de permaculture. Oui j'ai dit thermique et permaculture, pétrole et permaculture effectivement. Je sais que bien sur YouTube francophone il y a un peu un vadérétro satanas de l'outillage thermique, mais sachez que c'est qu'une particularité française et qu'aux États-Unis par exemple ils n'ont aucun problème à utiliser en fait tout ce qui va être permazou pour des projets comme le nôtre. Et nous, nous ne sommes pas assujettis à cette morale d'esclave qui veut que nous fassions tout avec les doigts et avec les ongles. Et nous n'avons pas de honte à utiliser les outils quand le besoin s'en fait sentir. Alors, et puis on l'a déjà expliqué plusieurs fois aussi sur cette chaîne, ce qu'on veut, c'est faire avancer le projet et surtout arriver au terme du projet, le rendre viable, productif et pas éclater en plein vol ou être découragé, désespéré, puisqu'on n'aurait pas pris en compte la mesure de ce projet et qu'en plus on s'est mis des handicaps pour pouvoir l'atteindre. Donc moi déjà je vous invite à faire ce travail. Qui n'est pas un travail, je sais, qui n'est pas facile, puisque on sort de la ville et de ses fumées pour retourner à la campagne et faire fumer des tracteurs. Alors on pense comme ça que c'est un non-sens. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord vous mettre bien au fait de l'objectif qui est à atteindre. Ici, on cherche à atteindre l'autonomie alimentaire, la création d'une diversité, d'une esthétique aussi, d'un jardin esthétique beau, d'un retour à la ruralité, d'un retour à la campagne. Et toutes ces choses-là sont pour moi des choses qui sont valeureuses et qui valent le coup. Et puis donc on peut, à mon sens, justifier l'utilisation de ces outils. Voilà, bon, déjà pour un peu cette première partie. Putain, je synthétise bien aujourd'hui. Ensuite, en fond, il faut bien se poser la question dans quoi on se lance, comme je l'ai expliqué. Et en fonction de la superficie de votre terrain et de son agencement, vous allez avoir un choix d'outils qui va être bien précis. Ce que je vais vous conseiller aujourd'hui et ma configuration, qui me paraissait et qui me paraît toujours pertinente dans mon organisation, mais pour vous, il est très fort probable que vous n'ayez pas affaire aux mêmes problématiques et que votre choix de matériel soit complètement opposé. D'accord ? Donc, pour commencer, nous avons un fort dénivelé et nous avons des accès qui sont réduits. Des chemins assez peu larges, beaucoup d'espaces boisés. Et donc, on ne peut pas faire venir ou utiliser des tracteurs qui seraient trop gros, avec une voie trop large, puisqu'on serait coincé de toutes parts et ça serait trop problématique. Donc, alors c'est un choix qu'on a fait, mais pas vraiment, puisque comme je l'explique souvent, quand on est arrivé ici, on a racheté en fait le 4x4 de l'ancien propriétaire, qui est un Suzuki Samurai, et le micro-tracteur, le Iseki TM3160, qu'il avait donc acheté. Alors, le gabarit de ce tracteur est parfait pour ce qu'on fait. Il a un différentiel, donc il est en 4 roues. Il nous permet vraiment de sortir de toutes les situations. Mais par contre, il manquerait de chevaux. On aurait le même gabarit avec 10 à 20 chevaux de plus. On serait les rois du monde. Mais bon, je pense que c'était aussi un choix économique de la part du propriétaire. Et puis nous, c'est pareil, on n'aurait pas pu acheter beaucoup plus. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce gabarit correspond à ce qu'on veut faire et il a la capacité de se sortir vraiment de toutes les situations et quand même de tracter assez lourd. Il manquerait un peu de pêche quand il s'agit de tirer des souches, etc. Mais pour tout ce qui va être transport avec la caisse ou avec le godet, on est vraiment au top. Et le godet, justement, est pour moi un indispensable, puisque avec ça, on va pouvoir curer, on va pouvoir charger de la terre, et on pourra aussi, on a fait des espèces de fourches artisanales, on va dire, pour, à l'occasion, si le besoin s'en fait sentir, piqueter, vous savez, des bottes de foin pour pouvoir les déplacer. Donc pour moi, le chargeur est indispensable. Voilà. Voilà. Encore une fois, j'ai fait une petite parenthèse sur le tracteur, mais la superficie de votre terrain implique plus ou moins d'outillage. Il faut bien le comprendre. Je rappelle, nous sommes sur 2 hectares, nous avons une grosse mise en place de terrassement, de manutention de pierre.
Donc ça implique ces choix qui sont assez importants pour un particulier, on est bien d'accord. Hein, un tracteur ou une boîte thermique, aux yeux du Pékin moyen, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Bien sûr. Donc, dites-vous bien qu'on est sur cette superficie. Si vous arrivez sur 2, 3 ou 4 000 m², ce sera peut-être pas une nécessité absolue que d'investir dans ce matériel-là. Il faut bien penser à ça. Hein, il faut bien penser à ça. Bon, et ensuite, le sujet principal de cette vidéo, donc ça va être la boîte thermique, puisque j'ai quelques opérations à faire dessus. Et donc, cette boîte thermique, nous l'avons ajoutée à notre panel d'outils pour la combiner avec le tracteur. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on avait la mini-pelle à l'arrière du tracteur, donc on faisait notre trou où on venait gratter, on venait prendre, et puis après on chargeait avec notre godet à l'avant, mais on ne transporte pas beaucoup de volume dans ce godet. Hein. Vous voyez, il y en a pas, c'est pas énorme. Et au vu en fait de ce que nous on avait à brasser, eh bien c'était problématique parce que du coup, admettons, on se faisait un tas de terre, on dételait la pelleteuse, on attelait la caisse et ensuite on remplissait la caisse. Donc vous voyez que c'est pénible, c'est long en plus d'atteler, dételer. Donc on s'est dit, attends, ce qui serait pas mal, peut-être, on en avait déjà loué une comme ça serait d'investir dans cet outil. Et donc, cet outil va très bien pour plusieurs raisons. D'abord, vous voyez un gros espace de stockage, hein, on peut aller jusqu'à 500 kg là-dedans. On la charge vraiment fort, que ce soit en pierre ou en terre, et alors ça grimpe partout. Et alors ça passe partout. Hein. Ça s'enterrera jamais. Vous êtes avec des chenilles. Alors par contre, ça rince un peu le terrain. Hein. C'est-à-dire que vous créez des chemins facilement. Hein. Quand vous passez à travers un chemin, c'est un char d'assaut, quoi. Hein. Mais alors, putain, quand vous voulez aller débarder du bois ou des choses comme ça, les chenilles, vous êtes le roi du monde. Vous passez où vous voulez, comme vous voulez. Un escalier, vous pouvez même le grimper. Une remorque, vous n'avez pas besoin de rampe. Vous grimpez là dans la remorque comme ça. C'est un outil tout terrain, mais tout terrain, quoi. Hein. Ça, la ligne Maginot, putain. Putain de merde. Bon, voilà. Voilà pour ce qui est donc gros passage, grosse force de passage, assez facile à manipuler. Alors pour une femme qui aurait des petites mains, ou pour un homme hein, qui aurait des petites mains, les manettes c'est un peu rustique. Hein. Il faut forcer, vous voyez un gros écart entre les deux. Agnès, elle a trouvé des techniques en fait pour pouvoir y aller à deux mains au départ, etc. Parce que il faut avoir des grandes mains et puis il faut avoir de la poigne quand même. Hein. Donc c'est quand même un outil assez rustique qui demande une petite prise en main tout de même. Et puis voilà, puis une fois que bon, c'est pris en main, il n'y a pas de souci quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben pas grand chose. Vous voyez quand même qu'on l'a bien avoiné, hein, donc je vous en parle en positif aujourd'hui en ayant un Hercule de près de facile 2 ans dessus, hein, d'utilisation extrêmement intensive, ce qui explique aussi son état actuel. Hein. Donc vraiment ce produit, moi je le recommande. Alors bien sûr, encore une fois, n'achetez pas ça pour rien. Vous achetez ça si c'est pertinent dans votre logique. Nous, c'est très pertinent, comme j'ai expliqué, pour la manutention d'éléments lourds ou de grosses masses de gros volumes. Mais aussi, par exemple, quand on va faire la cure des lapins, des poules, etc., eh bien, aujourd'hui, on n'a vraiment pas de temps à perdre là-dessus. Et vous savez qu'on est en début de projet, on a beaucoup de choses à mettre en place. On ne va pas perdre de temps à s'amuser avec la petite brouette qui est juste derrière. Hein, on arrive, on fourre tout là-dedans. Un seul passage, c'est terminé, c'est bouclé. Hein. Peut-être que dans l'avenir, nous limiterons l'outillage thermique parce que nous aurons plus de temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temps. Donc, nous mettons à profit l'outillage que nous avons et ça nous permet aussi de le rentabiliser. Donc voilà, donc pour la cure, ça va super bien. Pour le transport des pierres, pour le transport de la terre. Je crois que c'est à peu près tout, hein, il me semble. Ce qu'on peut par contre regretter, entre guillemets, vous voyez, la caisse... attends, est-ce que je peux replier? La caisse, elle est peu... Ah non, ça marchera pas. Mais la caisse, elle est peu longue, d'accord? Et le godet, en fait, il a une longueur un peu plus importante. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que donc, quand elle est repliée, elle va être ici. Hein. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on charge de la terre ou des gravats, eh bien, à mettre son godet bien centré dans le récipient, là, pour pas trop en mettre là-dedans, parce que ici, vous avez toute la tringlerie d'accélérateur, etc. Ça va mettre des caillasses, ça va mettre des petits bouts, des impuretés, tout ça. Et des fois, ben, vous pouvez pas accélérer, tout simplement parce qu'il y a un caillou qui fait barrage. Et là, vous voyez, un caillou qui fait barrage, tiens. Et là, vous voyez...
on a une petite branche de merde là qu'il faudra que j'enlève à la pince tombec. Et ça peut déranger quoi. Donc nous ce qu'on fait parfois, eh bien, c'est qu'on met un petit carton. Bon alors histoire de, hein, parce que le carton on comprend bien que ça peut cramer, mais pour des chargements un peu raides, voilà, on met un carton, ça permet de protéger. Voilà, bon, j'ai bien parlé de ces outillages. Moi je vous le dirai toujours, il faut cesser en fait avec cette petite moraline là, et puis enfin, je sais bien que vous voulez retrouver la campagne, la nature, tout ça. Oui, très bien, mais si vous voulez aller plus loin et chercher une réelle autonomie, ça demandera du travail, et puis vous n'aurez pas assez d'une vie, hein, pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, si vous voulez réussir, pardonnez-moi, mais il faudra en passer par là, par utiliser ces outils qui vous sont peu sympathiques. Évidemment, et puis je vais essayer de terminer là-dessus, enfin on a encore beaucoup de choses à voir, mais on va parler de ça. Évidemment, ça implique aussi toujours la même chose, la compétence de savoir les dépanner. Hein, puisque, alors là encore, des projets comme le nôtre, comme potentiellement le vôtre, ça demande des pépettes. Hein, devenir propriétaire, ça demande des pépettes. Une ferme, ça demande des pépettes. Tout ça, il faut un pognon de dingue, comme diraient certains. Non, il faut quand même du pognon, hein, ça on va pas se le cacher. Donc ça, c'est aux alentours de 1800 €. Et il faut bien comprendre que tous les magasins de motoculture ou de mécanique générale, la main-d'œuvre, c'est tout de suite 60 € de la main-d'œuvre. Hein. Donc ça va très très vite, ainsi que les pièces, ça va très très vite. Donc il est impératif, pour être viable, de savoir faire sa mécanique tout seul. Les agriculteurs ont un garage, tous. Hein. Il y en a même certains qui ont des ponts. Hein. Les agris ne courent pas tout le temps chez John Deere ou chez je ne sais qui. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Regardez des chaînes d'agriculteurs professionnels, ils sont souvent sur leurs machines. Sinon, c'est pas viable. Hein. Donc encore une fois, on en revient à la compétence, et pour la compétence, mais c'est quelque chose que vous pouvez travailler même en ville. Il y a des garages associatifs dans lesquels vous pouvez passer du temps, dans lesquels vous êtes encadré par des professionnels avec des outils, et vous pouvez commencer à apprendre ça. Et ça vous sera profitable dans un projet comme celui-ci. Ça fait partie de la préparation que vous pouvez faire en tant qu'urbain. Voilà. Moi, je vais passer en revue. Alors donc là, maintenant, voilà pour la présentation du matériel et son sens en fait dans un projet comme le nôtre. Maintenant, on va partir sur la mécanique pure et dure entre guillemets. Donc là, si ça vous intéresse pas, je vous dis quand même de vous y intéresser un minimum. Et puis bon, voilà. Là, en tout cas, maintenant, vous n'avez plus que de la mécanique. Alors maintenant. L'avantage, c'est que quand un moteur, en fait, d'une machine à l'autre, ça change jamais. Hein. C'est toujours le principe de la combustion, Nicolas. Pardon. La combustion, donc un mélange air-essence, et une combustion suscitée par une étincelle. Ça change jamais. Et une lubrification par de l'huile. En fait, ce que vous allez retrouver là, que je vais vous montrer, vous allez le retrouver sur le tracteur, vous allez le retrouver sur votre tondeuse, vous allez le retrouver partout. Donc si vous connaissez ça, déjà, vous avez fait un bon bout. Donc, quels sont les éléments sur cet objet qu'il va falloir regarder régulièrement? Il y a 3 choses principales. Ça va être donc le filtre à air, hein, puisque si le filtre à air est trop encrassé, eh bien, vous voyez, on ne va pas avoir un mélange homogène, et on va pas avoir suffisamment d'air, et donc ça va être problématique. Donc là, vous voyez, par exemple, là, vous voyez, c'est très poussiéreux, c'est très dégueulasse. Et ça, vous voyez, hein, y a pas là pour le coup, j'ai même pas besoin d'outils. Hein. Là, c'est la Permazou sans outils, de A à Z. Donc voilà, donc là, on a juste à démonter ça. Je vais essayer d'aller vite, hein, pas faire une vidéo de 30 minutes. Et donc ça, hop, voilà. Et ça, eh bien, on le souffle. Ou on peut aussi le nettoyer à l'essence. Alors moi, j'ai pris un peu d'essence, mais je pense là, du coup, là maintenant, parce que là, vous voyez, il y a d'abord un premier filtre en mousse, comme ça, et ensuite des alvéoles derrière. Hein. Donc là, si je le baigne dans l'essence, ça va pas lui plaire. Donc je pense que je vais simplement le souffler. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté, je le soufflerai tout à l'heure. Donc avec une soufflette. Hein. Alors un compresseur, évidemment, c'est aussi un indispensable pour souffler, pour nettoyer, pour mettre des outils dessus, pour gonfler vos pneus. Enfin bon, voilà. Donc là, voilà, on a fait le filtre à air. Donc là, on remet ça quand même pour pas qu'on ait trop de merdier dedans. Et la petite machine là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez ça, vous avez aussi la bougie hein, qu'il faudra changer de temps en temps. Donc là c'est toujours pareil, vous voyez c'est comme le broyeur qu'on avait vu la dernière fois. Bon là c'est un peu raide, j'arrive peut-être pas l'enlever. Mais vous avez l'antiparasite et donc la bougie qui est dessous.
Ça. Et ensuite, ce qu'il faut faire aussi régulièrement, c'est la vidange du carter d'huile. Donc le carter d'huile, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez une vis de purge qui est juste là. D'accord, vous dévissez, ça pisse l'huile. Donc on met un récipient en dessous, hein, parce que bon, voilà, quand même, on est écolo dans la maison. Et ensuite, eh bien, vous avez le remplissage qui se fait par cet orifice, pardon. Et donc, pour savoir le niveau que vous allez mettre, ça fonctionne par trop plein. Vous en avez un aussi de ce côté, d'accord? Donc vous ouvrez, il est juste là. Hein. Donc vous ouvrez les deux, vous remplissez par l'un, et quand ça déborde de l'autre, vous avez fini votre vidange. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, donc les huiles que j'utilise. Alors, là c'est des fonds de peau un peu. Donc là c'est de la 15-40, hein, ça peut être intéressant là justement de connaître ça, c'est les indices de viscosité. Hein. Donc ça, pour l'hiver, ça serait pas génial, mais bon, ce serait largement suffisant. Et moi, ce que j'utilise dans tous mes véhicules, en fait, eh bien, c'est de la 540 parce que c'est un spectre large de viscosité. Alors, je sais qu'il y aura débat à ce sujet-là. Moi, j'utilise ça dans toutes mes bagnoles, 4x4, Super 5, mes tondeuses et tout. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est dès que j'ai un peu de pognon, je m'achète un baril, hein, parce qu'au prix du litre, je serai largement bon. Hein. Et ensuite, et ça peut être intéressant quand vous avez vous avez un parc voiture et moteur large, d'acheter plutôt du bidon plutôt que du fût plutôt que du bidon comme ça qui au final est très cher au litre. Et ensuite donc vous avez ces pompes là, qui vous permettent d'aller pomper dans votre baril. Et ensuite bien sûr il faut épicher et faire la pointe. Voilà. Ce qu'il faut aussi vérifier quand on a des articulations comme ici un vérin, ça va être le graissage. Vous voyez ici on a un vérin qui permet de béner. Et donc on a un graisseur ici et un graisseur là, au point en fait de friction. Et ça, donc, pareil, hein, tracteur tondeuse, vous aurez ce genre de graisseur. Et donc là, il vous faudra donc une pompe à graisse comme ça, qui va vous permettre de bourrer de graisse. Ces graisseurs. Donc ça, il faut le faire régulièrement. Et vous voyez, par exemple, ici, ça n'a été pas très bien conçu, puisque donc celui-là est très accessible, le graisseur, hein, il n'y a pas de problème. On peut y aller, il n'y a pas de souci, d'accord ? Il faut que j'arrête avec mon d'accord, moi. Et par contre, celui-ci, là, impossible d'y aller. Et celui-là, donc à l'occasion, avec Agnès, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un qui aura une tête qui va regarder soit par là-bas, pour y avoir accès sans démonter le vérin. Les faiblesses, alors je sais bien, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, Géotech, c'est du chinois, tout ça. Écoutez, ça fait 2 ans que j'utilise, ça tourne plutôt bien. Même 3 ans. Grosse faiblesse du produit, la manette. La manette en tôle, on l'a plié plusieurs fois. Et là, du coup, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que je l'ai doublé. Avec j'ai pris un fer plat. Je lui ai redonné la forme de la manivelle en tôle. Et je suis venu le visser en fait en soutien. Et donc là, c'est costaud. Mais ça, vous allez la plier, hein, c'est sûr. Hein, c'est de la merde, vous la plierez. Alors moi, c'était le premier jour que je l'avais, mon frangin, il n'avait pas compris. Alors parce qu'il y avait une petite sécurité, on appuie dessus pour pouvoir finir de l'enclencher. Mon frère, il n'avait pas compris, lui, il s'est mis debout dessus, pieds joints dessus, il m'a tout tordu, cette abruti. Ah, ça m'a fait hurler. Mais bon, c'est quand même fragile, donc là, on l'a renforcé, ça va bien. Et la grosse pièce d'usure sur cette bécane, c'est la courroie. Alors les courroies, ça vous allez en manger. Donc la courroie, elle est ici, vous voyez. Hein, donc là, en fait, on a la courroie, donc on a le vilebrequin du moteur, enfin là, c'est la poulie du moteur, avec cette courroie qui va donc renvoyer son mouvement à la poulie du dessous, hein, et la poulie du dessous, elle envoie le mouvement dans la boîte de vitesse, et ça fait avancer l'engin. Hein. Donc cette courroie, elle est toujours mise à l'épreuve, et elle est mise en tension grâce à un galet, là, qui va pousser, là, tu peux montrer ça, là. Donc quand j'appuie sur la manette, donc j'ai renforcé, vous voyez, le galet va pousser la poulie et la mettre en pression, voilà. Et là donc on engage le mouvement. Donc cette poulie elle prend cher, et puis moi je savais pas trop au départ, j'avais réglé en fait j'avais déréglé toutes les butées de passage. Je sais pas comment vous expliquer là, si viens voir Agnès. J'avais déréglé en fait tous les butées là, vous voyez ça là. Ces choses-là. Mais bon, c'est pas facile de vous expliquer comme ça. Mais j'avais tout déréglé, du coup, elle était en friction constante, et donc j'en ai passé des tonnes. Donc là j'ai galéré. Après, pour retrouver mon réglage, j'ai galéré. Bon, enfin voilà, mais bon,
Donc, deux choses sur ce produit en termes de faiblesse, la courroie. Donc ça, je vous encourage à en avoir une à deux d'avance. Hein. Pour une saison, il en faut bien deux. Au moins, vous êtes tranquille. Et puis de renforcer directement cette chose-là. Dès qu'elle pète, vous la renforcez comme je l'ai fait. Peut-être en faisant un peu du meilleur boulot, hein, ça serait pas mal. Et puis voilà. Aujourd'hui, et puis je termine là-dessus. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, enfin, juste, faut que je finisse sur les produits et puis j'arrête. Après, je vous fais un point. Putain. Donc voilà, donc on a parlé de cette pompe pour les fûts, on a parlé de cette pompe à graisse pour les graisseurs de vérin. Ce qui est pas mal aussi, hein, c'est d'avoir un petit coup de nettoyant frein de temps en temps. Hein, il y a des endroits qui sont dégueulasses, ben, on y met un petit coup dessus et comme ça on peut regraisser proprement. La graisse pénétrante, ça peut être pas mal. Alors moi avec la graisse pénétrante, je vais graisser un peu ici là parce que vous voyez que j'ai rongé. Hein. Là c'est rongé, hein. À force d'y appuyer, hein, ça ronge pas mal. Hein. Voilà. Et alors la W40, c'est pas. Alors ça, il faut bien le dire, ça sert pas à graisser. Hein, c'est surtout pour dégripper, si vous voulez, mais ça va pas graisser comme le ferait de la graisse pénétrante. Donc ça, il faut bien le savoir. Ça, faut le savoir. Et une dernière chose aussi qu'il faut avoir constamment, c'est il faut avoir un bon rouleau de cordelettes, hein. Parce que ça, on a tendance à venir tirer comme ça, vous voyez, et donc on ronge la ficelle, ça va à une vitesse pas possible. Hein. Donc, alors, vous ne mettez pas de la drisse, ça dure 5 minutes, hein, la cordelette marine, là, la drisse, ça vaut rien du tout. Il faut vraiment de la cordelette de lanceur, et ne l'achetez pas non plus en magasin de motoculture, ils vous vendent ça au mètre, ça vaut une fortune. Vous prenez ça sur Amazon, moi je la prends chez Oregon, hein, et je prends des bobines entières. Hein, et donc vous prenez au pied à coulisse le diamètre, alors ça par contre vous allez en passer, hein, ça c'est clair. Donc ayez-en en avance, et puis voilà. Donc nous ce qu'on va faire, puisque bien j'en pète dessus, hein, faut pas rêver. Oui, putain, une dernière chose, putain, j'ai trop de trucs à dire. Ici là, vous voyez qu'on a retiré, normalement là, on a en fait des caches. Hein. Nous on les a retirés parce que ça nous fait chier de tout enlever à chaque fois qu'il faut changer la courroie. Par contre, eh bien, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des corps étrangers qui se mettent dedans. Hein. Sinon, ben, ça va pas quoi. Mais nous on l'a viré parce qu'à chaque fois qu'il faut changer la courroie, il faut tout enlever. C'est un casse-tête pénible. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça va être de nettoyer ce fameux filtre à air et de changer. Vous voyez là ici, on a des silent blocks, des tampons, hein, et on voit qu'ils sont morts parce qu'à force que vous voyez avec le poids, les vibrations, ça les a rongés. Hein, donc nous, on en a racheté, on va changer tout ça. Vous voyez, c'est tout complètement foutu. On va les changer et j'ai pété le bouton le dernier coup, ce bouton on/off là, hein, je l'ai cassé. Donc j'en ai commandé un peu différent. Et donc on va mettre ça en lieu et place. Voilà. Bon, je vous reprendrai peut-être à la fin pour vous montrer. Bon, ça fait beaucoup de blabla, je suis désolé. Mais je pense que c'est important là, que vous sachiez tout ça. Et puis voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, toujours pareil. Putain, j'articule tellement pas. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez des questions, alors en ce moment j'ai beaucoup de mal à répondre sur le Discord, même sur le Discord. Mais j'ai beaucoup de mal à répondre aux commentaires. Mais vous pouvez venir me voir sur le Discord et puis je pourrai vous dire, voilà, on pourra en parler. Voilà, mes petits lapins, toujours pareil, si vous voulez aller au bout de vos projets, eh ben, préservez-vous, donnez-vous les moyens de vos ambitions, c'est bien le plus important. Et puis, cessons avec cette petite moraline puriste afin de réellement avancer dans nos projets. Je vous dis à la prochaine, et puis, salut.